pensez? C'est filmé si non, non, mais sérieusement. Dans notre présentation, fondamentalement, en introduction, la question se pose de savoir si on veut un curriculum en termes de compétences ou un curriculum en termes de connaissances. On n'a absolument pas bâti notre proposition sur une opposition entre les deux, mais sur une articulation entre les deux. Donc on va très naturellement commencer, plutôt par des connaissances, pour poser les questions de la construction d'un curriculum en termes de compétences. Donc voilà, fondamentalement, Jean-Marc et moi, Jean-Marc va commencer, on se passera la balle de temps en temps, et puis Valérie n'arrêtera pas de jongler entre nous, et elle essaiera de suivre nos passages de témoins. Pour Valérie, la parole est libre, mais il y a des moments qui sont repérés par des petits émoticônes qui montrent que là, on va interroger Valérie, qui est l'expert scientifique sur ces questions-là, parce que bien sûr, nous, ni Didier ni moi, sommes experts de la question des changements climatiques. Mais l'expertise est sur un autre plan, c'est sur le plan éducatif et curriculaire. Bien sûr aussi, il n'était pas question d'écrire, vous avez bien compris avec l'exposé de ce matin, un programme scolaire sur le changement climatique. Ce n'est pas notre fonction, mais bien de donner des repères pour un curriculum possible relatif au changement climatique. C'est ce qu'on appelait ce matin les balises curriculaires. Alors balises, donc on va lister un certain nombre de pièges repérés, il y en a sûrement d'autres. Des passages obligés, aussi les tensions, et là on va se passer un peu la parole à nous trois. Puis Didier nous parlera des 5 compétences que vous commencez aussi à connaître, et puis Didier terminera par les changements induits dans l'idée de curriculum, par le fait que ce soit un curriculum de compétences plutôt qu'un curriculum de connaissances. Alors, les balises curriculaires repérées de façon assez empirique à ce stade, ça n'a pas été une étude scientifique, systématique, etc. C'est davantage par nos expériences communes de conférenciers, de spécialistes ou de formateurs qu'on a pu repérer tout ça. Par exemple, voilà quelques obstacles pour commencer qu'on a vu dans les situations de formation. Souvent, les exemples médiatiques, ou les exemples vus en formation, ou les exemples vus dans les manuels scolaires, sont souvent exotiques sur les implications du changement climatique, et c'est très rarement des exemples locaux. Et donc il y a la question de la distance par rapport à ces localisations. On va reprendre tout ça après, là c'est un peu une liste, on va essayer de répondre à tout ça. Il y a souvent des confusions avec les changements, la météo, la question de la météo, les événements climatiques, leur probabilité, leur intensité, etc. Tout ça est très mal compris. Il y a souvent une conception extrêmement catastrophiste qui est à débattre et à relativiser, parce qu'une part de catastrophisme n'est pas non plus négligeable, mais ça peut masquer aussi par des phénomènes comme par exemple le recul du trait de côte qui est uniquement attribué au phénomène des tempêtes hivernales et pas à d'autres événements. La question de la disparition des espèces, la question donc de la biodiversité qui n'est vue que sous l'angle de la disparition des espèces. Alors, on cite souvent les quelques, Marco nous en parlera tout à l'heure, les quelques espèces un peu emblématiques, le dodo, etc. Bon, voilà. Et en fait, la question est beaucoup plus complexe que celle-là. Et en particulier, comment comprendre la question du potentiel évolutif de la biodiversité. Alors là, quelque chose qui est très très répandu dans le public et chez les étudiants, et je ne sais pas trop comment arriver à dépasser cette idée-là, c'est l'inversion totale dans la chaîne des causalités. Souvent les étudiants, les meilleurs, sinon les autres répondent rien à ce genre de questions, c'est il y a un trou dans la couche d'ozone, donc les rayons solaires remplissent l'atmosphère, se trouvent piégés parce qu'ils rentrent dans ce trou, ils n'arrivent pas à ressortir.
ça entraîne une libération de CO2, ce qui est mauvais pour notre santé et perturbe les activités humaines. Ouais. Alors moi j'ai un deuxième exemple, un classique, c'est normal que la combustion d'énergie fossile réchauffe le climat parce que c'est une source de chaleur. Très classique. Voilà. Ou alors, nous avons chez les étudiants et parfois des formateurs les militants inverses, c'est-à-dire là on est dans une sorte de rhétorique que dénoncent certains auteurs, la rhétorique de la révélation. Nous avons compris il y a quelques années, mais très récemment, quels étaient les problèmes planétaires, les problèmes de climat, etc. Or Buffon en parlait déjà au XVIIIe siècle, et donc c'est une question rémanente et permanente dans le monde scientifique. Voilà, ça c'est quelques obstacles importants. Quelques pièges aussi, là je passe la parole à Didier. Ce qu'on voit dans les discours très classiques des gens qu'on forme, des gens avec lesquels on a affaire, bon, le mythe du progrès, on le voit d'autant plus que l'on parle dans un contexte non européen. Les gens d'Afrique se méfient terriblement de notre notion de progrès. Et ils réclament le droit à la stabilisation, de ne rien faire, de retourner sur des visions du passé. On a aussi un autre positionnement, c'est des visions complètement scientistes qui s'opposent à un relativisme. Le monde en fait est très peu scientifique, mais il est beaucoup religieux. Et on en arrive, je fais le lien entre les deux, entre des affrontements. Le climat n'est qu'un moyen de régler des comptes à la science, sur l'origine des causes et tous ces aspects-là. Donc tout ça s'interconnecte, et on finit par ne plus du tout savoir de quoi on parle avec les gens. Il y a un mélange d'argumentation qui est assez extraordinaire. Bon, on va peut-être passer sur les biblios là-dessus, Rickness, tous les gens comme ça, mais c'est passionnant. Je vais très vite. Piège des savoir-faire. On n'est pas en train... Tu veux peut-être reprendre ? Non, ça ne me dérange pas, c'est bon. Donc, on voit des gens qui s'opposent entre les petits gestes qui servent à rien, ou les grands projets structurés. Entre ces deux positionnements, c'est la responsabilisation. On a des comportementalistes sans vision critique. Ah tiens, j'ai oublié, j'aurais dû mettre versus les intellectuels qui théorisent tout mais qui font rien. Voilà piège de la péroraison intellectuelle sans action. Bon, c'est un peu pompeux, mais je voulais régler des comptes avec nous-mêmes. Piège d'une pensée linéaire, voire mécaniste. Effectivement, voilà quelques pièges. Alors par exemple, ces pièges, on peut les retrouver même au niveau politique, dans les scénarios politiques qui sont envisagés. Donc là, un extrait d'un travail d'expertise sur la question du seuil des 2 degrés, la quantité de carbone auquel on aurait droit, le temps que ça représente et le temps que l'on a pour émettre ces milliards de tonnes de CO2. Et à partir de là, 2 scénarios, un scénario qui alloue à chacun des pays un certain pourcentage, ou un scénario qui divise par le nombre d'habitants, etc. Et là, je voulais interroger Valérie sur la question, d'abord la question du seuil. D'où vient cette idée de seuil de 2 degrés, et quelle est la réalité en fait de ces scénarios? Est-ce qu'ils ne sont pas tous les deux complètement piégés? Alors ça c'est un article de Pierre Friedingstein, qui est un ancien collègue de notre laboratoire, qui est au Royaume-Uni maintenant, et puis d'autres collègues. Et en fait, donc ils sont partis de la cible politique en fait, c'est-à-dire les 2 degrés, ça vient de réflexions de Conseil des ministres européens dans les années 90, sur la base des éléments scientifiques disponibles, avec en tête la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui vise à éviter une interférence dangereuse en fait, avec le fonctionnement du climat. Et donc dans les éléments qui étaient disponibles, c'était un réchauffement fort, c'est des impacts sur la production agricole, les ressources en pêche, la perte d'espèces, la montée du niveau des mers, il y a des effets potentiellement irréversibles. Les scénarios les plus bas, ça faisait 2 degrés, les effets semblaient moins importants. Et suite à ça, en fait, ça a été repris donc, au niveau de l'Europe, de la Commission européenne, et elle l'a imposé au moment de l'accord sur le climat de Copenhague en 2009, dans l'enlisement en fait, des négociations.
puisqu'il n'y avait pas d'engagement contraignant. Finalement, la seule cible qui a été inscrite, c'était que le réchauffement depuis le climat du 19e siècle jusqu'à un temps infini non précisé à l'avenir ne dépasse pas 2 degrés. Donc c'est assez flou en fait comme objectif. C'est pas un seul scientifique, non. Non. Et en fait, dans le dernier rapport du GIEC, dans la partie dont je ne suis pas compétente, qui s'intéresse aux impacts, aux vulnérabilités et puis à l'adaptation, on voit bien qu'il y a un continuum d'effets. On est déjà rentré dans une zone où le changement climatique a des impacts sur les rendements agricoles, sur les déplacements d'espèces vivantes, sur l'eau, sur les populations qui en dépendent, sur les forêts, tout autour de l'Arctique. On voit qu'il y a déjà des effets. Donc on est rentré dans la zone avec des effets, pas toujours positifs, hein. Et puis il y a une espèce de continuum dans plein de dimensions, dans les événements extrêmes, dans le risque de perte d'écosystèmes, dans des impacts non pas à l'échelle locale mais à l'échelle planétaire, par exemple le prix des matières premières agricoles, mutualisé en fait, hein. Et puis des risques de rupture qu'on connaît très mal. Et donc il y a une espèce de continuum et il est très difficile de dire 2 degrés c'est suffisant. Donc dans le débat, il y a même un débat qui a été repris par les Nations Unies là, en fait, le mois dernier, qui dit que 1,5 degré ce serait probablement mieux. C'est-à-dire les politiques qui écrivent les conventions climat, finalement, les représentants des États, considèrent que 2 degrés est inscrit dans les traités et que c'est un, je ne sais plus quel est le terme employé, un garde-fou, quelque chose comme ça, mais que ça ne suffit pas à protéger les populations les plus pauvres, en particulier des effets. Et alors après, donc l'implication, donc là en fait c'est une analyse de toutes les simulations climatiques. Si on prend que l'objectif politique des 2 degrés, qu'est-ce que ça implique en émissions de gaz à effet de serre? Et c'est vraiment la dernière étape de, je dirais, la relation science-politique, au sens où la science, elle ne doit pas être prescriptive, mais elle donne des éléments en fait pour éclairer les choix politiques. Et donc l'élément qui est donné là, c'est quelle est la cible en termes d'émissions cumulées de CO2 compatible avec l'objectif. Et là où il se risque à quelque chose qui est un peu dangereux, je pense, hein, c'est sur les scénarios qui décrivent, c'est vraiment l'approche partage du fardeau, avec des choses très, très simplistes presque. La responsabilité historique ou pas. Qui ne change pas profondément le mode de développement, en fait. Parce que ça reste basé sur une consommation. En fait, ça a des implications assez fortes sur la lecture qu'on peut avoir des engagements volontaires des différents pays qui sont en cours. Donc je dirais c'est surtout ça. Alors moi je me livrerai comme toujours à un petit jeu critique. Je prends le deuxième scénario. On partage le fardeau. Dans le deuxième scénario, on anticipe et on va donner de l'argent, ça revient à ça, à des gens parce qu'ils ne polluent pas. Mais on va leur donner de l'argent pour qu'ils fassent quoi? Non, en fait, on leur donne pas l'argent, on leur donne un droit à polluer. Après... Voilà, c'était juste pour le petit côté doxy. Oui. Et on voit bien que c'est écrit par des scientifiques, cet article-là, oui. Avec toutes les limites. Autre point, c'est la question des controverses. Alors, on entend beaucoup parler de controverses, à la fois dans les médias et même dans le monde des formateurs et de l'éducation. Les controverses, il faut les identifier, il faut en tenir compte, mais il faut savoir sur quoi elles portent réellement, quels sont les enjeux. Et les controverses, elles portent essentiellement, actuellement, sur la part anthropique. Là, c'est une référence à des travaux qui sont parus dans la revue Nature, Sciences, Société, je crois. Et donc avec une cartographie des controverses, 3 groupes, les climato-sceptiques, ceux que l'on voit régulièrement, enfin moins actuellement, Claude Allègre, etc., Courtillot. Là, on est complètement dans des enjeux polémiques et des enjeux de pouvoir. Il y a des scientifiques aussi que l'on peut entendre médiatiquement, Sylvie Brunel, etc., mais où le bras, le démographe, ne sont pas du tout sur le même point de vue, ils s'interrogent, ils sont critiques par rapport à leur domaine d'expertise, et donc on n'a pas du tout le même type d'argument. Et puis il y a le groupe des intellectuels médiatiques, c'est des gens qui sont invités comme ça dans les émissions pour discuter. Bon, le Cours, Le Goff, Bruckner, alors Bruckner on le voit très souvent dans les médias. Voilà, et donc tous ces gens-là ont d'autres types d'arguments, mais tout ça interroge les relations sciences politiques et médias. Et nous voulions ton avis, Valérie. Alors moi je pense qu'il faudrait élargir ça à en fait, l'ensemble des acteurs qui s'expriment sur les enjeux climat. Il y a aussi en fait des acteurs alarmistes
exagérément alarmistes, en particulier dans les ONG, c'est présent. Il y a des acteurs qui utilisent le climat comme un alibi par rapport à des visions économiques du monde antérieures, par exemple, par rapport au capitalisme ou autre. Il y a des acteurs en fait qui font du greenwashing, qui sont présents. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une grille de lecture qui soit un peu élargie, au-delà en fait de cette espèce de clivage habituel. Enfin, celui-là. Oui, moi je l'ai mis cette cartographie-là parce que dans nos domaines, l'éducation, développement, etc., il y a eu beaucoup de travaux qui ont porté sur les controverses, dans le cas des questions socialement vives, et donc ça permet d'en discuter aussi. Et, oui, je crois que Didier en reparlera pour la fin. Oui, c'est le problème des carbonosceptiques. On n'a plus uniquement des climato-sceptiques, mais on a des carbonosceptiques ou alors des carbonocentrés. Des gens qui se fixent sur une des formes de carbone. Mais on a aussi des gens qui mettent en cause la manière de mettre en place les politiques climatiques. C'est-à-dire qui contestent les processus des conférences des parties des Nations Unies, qui contestent les systèmes de quotas, de taxes ou autres outils mis en place. En fait, c'est assez vaste finalement les modalités d'expression, et sans nier le problème, on peut être sceptique de la manière dont il est pris en compte politiquement, par exemple. Moi, je voulais juste mentionner là-dessus que, au-delà de la cartographie d'acteurs, ce qui est important, c'est d'aller au-delà des personnes, des choses comme ça, de prendre les arguments. Il y en a qui sont juste faux et arriver à le montrer. Il y en a qui sont justes, qui méritent le débat, qui touchent à des incertitudes fondamentales. Il y en a qui sont juste faux, et donc ça revient à déconstruire les idées reçues aussi. Oui, c'est bien ça, du point de vue éducatif et de la formation, c'est bien arriver à travailler sur les argumentations, oui, etc. C'est plus facile de travailler de toute façon, mais c'est pas vous de l'apprendre, sur le côté controverse que sur le côté question socialement libre. Moi j'ai un de mes collègues qui est à l'université de Versailles, qui est prof, qui s'appelle Philippe Bousquet. Et donc lui il fait jouer à ses élèves en Master 1, Master 2, climato-sceptique ou GIEC, enfin les caricatures un peu. Donc il leur donne du travail pendant quelques semaines à l'avance, il prépare leur truc, il leur fait jouer un débat. La première année, c'est les entre guillemets climato-sceptiques qui ont gagné, les autres n'avaient pas travaillé. Mais ça a une grande vertu pédagogique parce que ça amène à s'interroger. Ils ont eu des cours sur les sciences du climat les années d'avant parfois. Ça amène à s'interroger avec l'autre perspective et aussi sur les limites, les incertitudes. Et c'est important, c'est salutaire, je pense. Sans endosser. Tout à fait. Parmi les tensions, il y a la question des savoirs. Là, c'est Didier, quelques petits mots. Disons que le problème des savoirs, c'est on a besoin d'avoir un certain nombre de savoirs stabilisés, de savoirs fiables, sinon on fait une discussion de comptoir. Mais par contre, on peut se faire piéger par les savoirs qu'on a ou qu'on n'a pas, qui obscurcissent ou rétrécissent notre champ de vision. On a plusieurs problèmes. Les changements climatiques, c'est vraiment très complexe. Alors là, ce qu'on voit, on se base sur des études complètement empiriques, vues par nous-mêmes ou par des collègues, c'est la tentation de la simplification à outrance. N'importe lequel d'entre nous, dès qu'on a essayé d'expliquer les différents gaz à effet de serre, qu'on a voulu en supprimer un dans l'une des actions, on s'est mordu les doigts parce que derrière, on n'y comprenait plus rien. C'est toute la confusion entre complexité et le fait qu'on rend compliqué quelque chose dans lequel on a supprimé un élément de compréhension. Donc, on a aussi des métaphores et le recours à l'émotion. On a mis l'image plus loin de l'ours blanc ou pas? On l'a suivi. Oui. Voilà. Donc, on voit cette articulation souvent dans le discours scientifique. On a un discours scientifique, mais on va rajouter une couche avec l'émotion. Des fois, le scientifique ne marche pas. De façon inappropriée. Voilà. C'est un usage inapproprié de l'émotion. On peut avoir un usage positif de l'émotion. Ouais, vas-y. Moi, en fait, ma fille qui est en 4e m'avait demandé de lui expliquer l'effet de serre et on a compris que c'était super compliqué. Et puis elle est revenue en me disant, mais regarde, dans mon livre de cours de 4e de physique, c'est simple, il y a la preuve. Et il y a un dessin où on voit un aquarium, quoi, une bombe avec du CO2, puis la température avant-après, et ça monte. En fait, c'est faux, et ça marche pas, et ça marche en plus pas pour les bonnes raisons. Voilà. Donc pour moi, c'est assez frustrant. Et après, l'autre chose, je pense que c'est essentiel d'avoir là-dessus un élément d'histoire des sciences. Et par exemple, ce qui est assez chouette d'un point de vue pédagogique, selon les groupes d'étudiants,
c'est les conclusions des différents rapports du GIEC au fur et à mesure du temps. Pourquoi il y a une conclusion qui change? Il y en a qui changent en fait, hein. Sur les sécheresses, on est revenu en arrière. Sur le constat de l'influence de l'homme sur le climat, c'est renforcé. Et on peut remonter aux années 70 sur les premiers outils. Et c'est vraiment intéressant de voir quelles connaissances ont progressé et ont permis d'étayer des conclusions, des intuitions, etc. Je pense que ça, c'est vraiment important. Mais ces rapports, ils ne sont pas utilisés en dehors des cercles de spécialistes. Bah, c'est de l'anglais technique, quoi. Vous poserez plutôt des questions après sans être... c'est parce que sinon on va essayer à tenir le temps, mais il y a un temps de discussion qui est prévu, vous gardez des questions. Ah oui, et sur l'émotion, mes collègues américains ils l'utilisent en première année universitaire. C'est compliqué le climat aux États-Unis, c'est compliqué à enseigner. Il y a aussi un jeu d'acteurs polarisé politiquement, très polarisé. Et donc en fait, eux, ils font parler les étudiants de leurs émotions. C'est-à-dire la peur, l'angoisse, tout ce que suscite en fait le constat scientifique. Moi, je l'ai rarement vu faire en France. Et pourtant, c'est présent. Et c'est même présent chez les enseignants et les chercheurs. Pour aller très vite, juste baisser des focus de questionnement. La confusion entre controverse QSV, c'est souvent un alibi pour relativiser la science, dans certains cas, et surtout refuser de s'engager. Le dernier point qu'on voulait mettre, c'était c'est savoir contextualiser, recontextualiser. Réalité et relativité de la perception des changements climatiques varie de là où on est, si c'est visible ou pas. Nombre de changements climatiques ne sont en fait que des perturbations, mais sont considérés comme tels. Un certain nombre de changements climatiques ne sont absolument pas visibles, d'où l'intérêt de les pédagogiser, c'est ce que tu vas dire dans un instant. Ça dépend du recul, de la culture. Effectivement, en zone sahélienne, les changements climatiques ne sont pas du tout vécus comme ça parce qu'il y a Boko Haram et il y a quelques autres petits problèmes qui minimisent complètement l'impact de cela. Donc en fait, on hiérarchise toujours et ce qui nous apparaît, nous, comme étant essentiel, leur apparaît secondaire. Voilà. Donc en fait, entre relativisation, déni, différentes formes de catastrophisme, c'est un problème pédagogique qu'on a à gérer. Toujours dans les tensions, la question de rendre concret et accessible toutes ces choses qui sont pour la plupart pas visibles directement ou masquées. Toutes les questions liées au changement climatique et aux implications que cela peut avoir. Et en pédagogie, on a besoin de rendre ça concret et accessible. Et donc ça pose des questions de rapport à l'espace, de ce qui est invisible, la question de la prévisibilité fondamentale des phénomènes, etc. Donc, qui pose en soi une question, qui pose problème à la question pédagogique. En fait, ce qu'on a masqué derrière, je pense que vous avez tous vu, en fait ça c'est le rapport Bourg-Whiteside. Derrière. C'est les cinq traits qui ont été définis par Dominique Bourg et Kerry Whiteside. En fait, notre problème avec les changements climatiques, c'est qu'il y ait une remontée du chêne en France. C'est pas dramatique, sauf que ça remonte pas assez vite par rapport au changement climatique et donc le chêne a quelques problèmes. Mais par contre, quand c'est des frontières politiques et que c'est des personnes qui migrent, évidemment ça pose quelques autres problèmes. L'invisibilité des problèmes écologiques, oui, les problèmes qu'on a là ne sont pas visibles tels quels. Et on est obligé de prendre des faux alibis pour avoir des indicateurs pas toujours complètement judicieux. On raisonne beaucoup sur les bouquins du secondaire, où on est obligé de monter en épingle un certain nombre de choses. L'imprévisibilité, dimension temporelle sous la forme de conséquences à long terme, oui, effectivement, c'est un sacré problème, parce que nous sommes obligés de donner des réponses temporaires à des questions qui ont leur justification à beaucoup plus long terme, et en plus des évolutions qu'on ne maîtrise pas dans leur direction. Moi là-dessus, en fait, il y a deux choses que je voudrais exprimer. Il y a, en fait, qu'est-ce qui nous a mené à cette situation-là? C'est important aussi de donner sens par rapport à l'histoire, par rapport au développement de nos sociétés, l'industrialisation, les choses comme ça. C'est pas simplement un constat, il y a en fait un ensemble d'éléments qui ont conduit à cette industrialisation qui mène à un impact sur la composition de l'atmosphère et de l'océan à grande échelle. Je pense que c'est important, puis le rapport aux projections, c'est-à-dire le rapport aux simulations. C'est très compliqué de montrer des simulations d'évolution future à des jeunes.
ça pourrait presque conduire à une forme de fatalisme. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça demande à avoir beaucoup de distance. C'est-à-dire que ce sont les conséquences si on ne prenant en compte qu'une part de ce qui fait varier le climat. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de délicat. Le rapport au futur possible. Alors là, on était plutôt sur les obstacles, les tensions, les pièges. Il y a aussi des passages obligés. Dans les passages obligés, il y a le fait de reconnaître que c'est une question qui n'est pas une question de physique, mais c'est une question ou de climatologie, ou c'est une question pluridimensionnelle. Et donc, on est obligé en fait de réfléchir dans l'ensemble des dimensions si on veut comprendre quelque chose à la question climatique et sur ses implications. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau en fait pour le monde scolaire. Et donc, il faut arriver à une pensée multiréférentielle, penser en plusieurs dimensions et multiplier des approches plurielles pour comprendre les choses. Donc, ce qui pose aussi un problème à l'organisation du temps scolaire, parce qu'il n'est pas organisé comme cela, même s'il y a des tentatives timides pour le faire au collège. Autre élément de passage obligé, comme on a vu tout à l'heure avec les obstacles, il y a besoin à la fois de démêler les causes et les implications, mais en même temps, c'est pas si simple parce qu'elles sont beaucoup plus entremêlées que sur les questions plus coutumières dans le domaine scientifique. Par exemple, le changement climatique a des répercussions sur la circulation océanique, mais la circulation océanique dépend aussi de ses relations avec l'atmosphère et le changement climatique. La question de l'agriculture est impactée par le changement climatique, mais l'agriculture impacte le climat, etc. Alors, comment démêler ce qui est cause, ce qui est implication, alors que les étudiants déjà, ou le public en général, a tendance à avoir des chaînes de raisonnement en termes de causalité qui ne sont pas correctes. Valérie, votre avis là-dessus? Ah ouais, donc moi je pense que ce qui est vraiment important et qui existe très peu, c'est aider à comprendre les mécanismes de variabilité spontanée du climat. Donc est-ce que vous avez entendu parler d'El Niño? Oui. Vous l'enseignez? Pour l'Atlantique Nord, la variabilité multidécennale atlantique, l'oscillation nord-atlantique atmosphérique. C'est moins présent, pourtant c'est ce qui nous affecte le plus en France. Et donc je pense que là où j'ai été, je trouvais ça assez tragique, c'est que même dans des rapports des plans climat-énergie territoriaux, on voit le climat global, un peu El Niño, c'est le premier mode de variabilité, et puis on a une courbe de température, mettons en Bretagne ou de pluviométrie en Normandie, on voit bien qu'il y a une variabilité d'une année à l'autre et sur 20 ans ou un peu plus, et il n'y a pas d'élément de compréhension. Voilà. Donc je pense que ça manque d'avoir cette description-là, c'est-à-dire il y a des processus de grande échelle qui vont avoir des effets contrastés dans différentes régions. Si on moyenne à l'échelle de l'hémisphère, ça n'a quasiment aucun effet. Par contre, localement, ça peut être dominant. Et on a quelques éléments, nous, qui montrent justement à quel point ces phénomènes-là seront dominants sur plus de 50 ans. Même dans un scénario de fort réchauffement, par exemple sur la pluviométrie en Europe, ce sera probablement dominant. Vous voyez ce que je veux dire? Pour la pluviométrie d'hiver, en tout cas. Voilà. Et ça, c'est délicat, parce que... Mais je pense que c'est important pour montrer que derrière une variabilité, c'est pas du bruit, il y a quelque chose d'organisé, qu'on comprend, qu'on décrit, et qui va se superposer à l'influence de l'homme. Voilà, c'était cet élément. Sur les échelles, j'aime bien celle-là, c'est les échelles d'autant de la vingtaine d'années, enfin c'est vraiment l'échelle humaine, quoi. C'est pas... Ou interannuel pour l'oscillation nord-atlantique, c'est pertinent, je pense. C'est des choses qui vont que tout le monde va expérimenter, je dirais, dans sa vie, en fait. Un autre passage obligé, c'est il y a quand même aussi un étayage par des connaissances précises qui sont à maîtriser. Et parmi celles-ci, il y a par exemple la question du transfert radiatif, qui est une question clé pour comprendre ce qui se joue dans la question du climat. Je vous ai simplement mis des exemples, voilà, des petites manipulations qui sont assez faciles à faire en situation de formation ou scolaire. Et puis bon, ces schémas-là qui sont le deuxième schéma qui est assez connu. Mais on voit bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure, le trou dans la couche d'ozone, etc., que c'est quelque chose, ce que vous disiez sur le chauffage, quelque chose qui n'est pas du tout compris. Or, c'est bien à l'origine de la compréhension de ces questions. Et c'est d'ailleurs une des idées reçues aussi sur le climat, l'idée qu'il y a une saturation de l'effet de serre aussi.
Et ça, c'est vraiment des choses à déconstruire en expliquant que l'effet d'une substance sur le climat n'est pas proportionnel à sa concentration. Rien que ça. Dans les passages obligés, il y a la question, toujours en termes de causalité, de la hiérarchie des causes. Là, c'est un document qui est extrait donc, de l'indice Planète Vivante, où on voit où sont montrées, décrites plutôt, pour représenter les menaces sur la biodiversité dans les États membres de l'Union européenne. Et voilà, la question climatique, du changement climatique, elle arrive là. Ça veut dire que ce n'est pas la première cause qui a un impact actuellement sur l'état de la biodiversité dans l'Union européenne. Mais dans le même temps, hein, comme soulignait Didier dans les remarques qu'il nous a fait par écrit, il y a la question aussi des signaux faibles. C'est pas parce qu'un facteur peut paraître moins important comme ça en première analyse que finalement, sur la durée, on retrouve la question de la temporalité, il peut devenir extrêmement prégnant sur la durée. Et donc il y a cette attention, on ne peut pas se contenter en fait d'une analyse superficielle de ce type de document. C'est-à-dire que quand on pose mal un problème, effectivement, on apporte des réponses. Et le fait de questionner, les questionnaires de biodiversité sont bien souvent, et je pense que Marco reprendra ça tout à l'heure, sont tellement orientés en fonction des réponses qu'on souhaite, que évidemment, quand on pose mal un problème, on a de mauvaises réponses. C'est tout simple. D'où l'intérêt pour les... On a réponse, c'est ça. D'où l'intérêt de reprendre ça sur le plan pédagogique. Alors la question des clichés médiatiques et de leur dépassement, et donc de l'usage de la partie émotionnelle aussi. Là vous avez quelques exemples, quelques documents. Ça c'est un document qui est tiré d'un manuel scolaire actuel, de première, qui est sur la question du réchauffement climatique. Et bien sûr on a l'image de l'ours polaire qui a l'air malheureux sur son glaçon avec ses petits. Et voilà, ou alors on a l'exemple célèbre, alors ça c'est pour Philippe Hertig, qui est le marronnier officiel de Genève, dont la mise en bourgeon est mesurée depuis 1800, et donc on voit bien les impacts que ça peut avoir. Mais en même temps, au-delà de ces clichés, donc on a besoin de comprendre la complexité des causes qu'il y a derrière, parce que les phénomènes ne sont pas aussi simples. La question de l'ours polaire, où on verra après d'autres exemples, ne se résume pas à un seul facteur, en fait. Et donc les choses sont beaucoup plus complexes parce que multifactorielles. Et là, il y a besoin de mettre en place, sous forme d'expérience de sciences participatives ou d'enquêtes multiréférentielles qui portent sur les enjeux, il faut mettre tout ça à jour, car ce n'est pas aussi simple que ce qui peut apparaître dans ces documents. Oui, pour taquiner, quand on échangeait en amont de cette présentation, je disais, mais c'est peut-être la seule plante qui réagit comme ça. Et on va la monter en épingle, alors qu'il y a 350 autres plantes qui se fichent éperdument de ces changements-là. Donc, c'était la généralisation, la surgénéralisation de l'exemple pris. Bon, en fait, j'en sais rien, mais on nous a fait tellement gober de choses. Après, j'appréciais pas du tout l'encart jaune du GIEC. Voilà la science qui part, et voilà l'ours blanc. Et puis là, la petite conclusion qui est là, qui n'a rien à voir avec tout le reste, c'est vrai qu'on a la science qui parle, l'émotion de l'ours blanc, des questions linéaires, bien centrées, bien orientées, il n'y a pas moyen d'en sortir, et une question qui brouille tout à la fin, la relation avec la pluviométrie, alors qu'il n'y a aucun élément de réponse. Donc, effectivement, parfois j'ai tendance à craquer un peu sur les... Moi j'aime bien cet exemple parce que c'est Manuel de ma fille qui est en première ES. Qui est venu me voir en disant « Ah, tu vois, tu me poursuis même dans mon livre. » Et donc moi j'aime bien en fait l'ours polaire parce que c'est ce qu'on met souvent en avant. Et en fait, il y a vraiment moyen d'aller déconstruire derrière. Moi j'ai beaucoup apprécié, il y a une association en fait, qui a été mise en place par un photographe qui s'appelle Rémi Marion, qui a fait plusieurs colloques sur l'ours polaire, qui vise à avoir une information la plus factuelle possible. Donc lui, il fait aussi un livre qui s'appelle La géopolitique de l'ours polaire, qui est assez intéressant pour voir comment de nombreux acteurs instrumentalisent l'animal d'un point de vue géopolitique, y compris Russie, Canada, États-Unis aujourd'hui, pour les ONG, etc. Et ce
ce qui peut être intéressant, c'est comprendre en fait en quoi il y a une relation éventuelle entre le climat et l'ours, parce que ça passe par toute la chaîne d'alimentation. Comprendre quels sont aussi les enjeux, par exemple, par rapport à la chasse traditionnelle, pour des populations à qui on a interdit de vendre le produit du phoque, et qui sont rabattues sur l'ours comme un moyen de subsistance. Je pense que c'est intéressant aussi, ça, pour déconstruire certaines idées reçues, où on essaie de plaquer des modes de raisonnement européens sur d'autres populations. Bon, ça c'est mon commentaire personnel. Non, c'est bien. Et, c'était pour ça que c'est fini aussi. Et puis alors, ce qui peut être utile comme ressource, c'est les observatoires régionaux du changement climatique. Je ne sais pas si vous les utilisez un peu, pour avoir des choses autres qu'un indicateur qui est un peu lointain. Et ancrer ça par rapport à l'évolution des métiers, par exemple. Et rentrer l'adaptation, pas uniquement une sorte de constat, comment dire, un peu fataliste, quoi. C'est-à-dire qu'on a tellement l'intuition que c'est vrai, que si on nous donnait un indicateur qui soit fiable, on sauterait dessus pour nous sécuriser. Mais c'est globalement, nombre de gens dans notre public sont à la recherche de l'indicateur perdu. Même la température moyenne à la surface du globe, c'est pas un bon indicateur d'évolution du climat, parce que le gros de l'énergie passe dans les océans, plus de 90%. Donc voilà. Pardon. Alors, il y a besoin aussi d'apprendre à raisonner sur les grandeurs, parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup justement de cette température moyenne, mais comment s'approprier cette idée de température moyenne? Qu'est-ce que ça signifie pour les gens, pour le public, pour les étudiants? Et qu'est-ce que signifient les changements que l'on peut observer sur cette température moyenne? Voilà, alors, ici par exemple, sur les grands ensembles végétaux planétaires, on voit qu'il y a deux types de facteurs qui jouent la répartition, qui influencent sur la répartition de ces ensembles. C'est la pluviométrie, les précipitations en moyenne, et puis les températures moyennes. Alors, un réchauffement ou un refroidissement va entraîner des déplacements de ces grands ensembles, et un refroidissement ou un réchauffement de valeur faible, en fait, puisqu'on joue sur les moyennes, peut avoir des effets extrêmement importants. Et la teneur en CO2 aussi, en fait, directement, en plus. Oui. Mais on a défini le climat par deux paramètres. Non, la réponse des plantes, elle dépend aussi de la teneur en CO2. Autre exemple sur la question des grandeurs, voilà, là aussi on a besoin de s'approprier à la fois des données chiffrées et quantifiées qui nous sont fournies, et on a beaucoup de mal à se rendre compte de ce que ça signifie. Alors là j'ai pris un exemple emprunté au rapport Meadows, le nouveau livre qui commente le premier rapport. C'est la question, voilà, on parle beaucoup de transition énergétique, on en parlait ce matin. On dit souvent que bon, on va minimiser la consommation de pétrole, voire arrêter, mais on va remplacer ça par le gaz naturel, puisque le gaz naturel a un impact carbone qui est plus faible. Mais en même temps, alors, il faudrait augmenter la consommation de 2,8%. On se dit pas 2,8%, c'est rien, 2,8% par an. Sauf que ça signifie en fait un doublement des ressources connues dans le domaine, là, dans la ressource gaz, tous les 25 ans. C'est-à-dire tous les 25 ans, il faut connaître et se mettre à exploiter 2 fois plus de ressources qu'il en était question auparavant. Et souvent, ces ressources, on ne les connaît pas, on les connaît mal. Et la deuxième question, c'est le coût, parce qu'en fait, ce qui va varier beaucoup à ce moment-là, c'est le coût d'exploitation. Parce que les réserves connues, facilement exploitables, on les exploite déjà depuis longtemps. En doubler ces réserves et leur exploitation, ça veut dire en trouver d'autres ailleurs, dans des lieux plus compliqués à l'exploiter, etc., voire inconnus. Moi, c'est drôle parce que je l'aborde carrément dans l'autre sens en disant si on voulait que le changement climatique ne dépasse pas 2 degrés, quelle est la fraction des réserves qu'on connaît aujourd'hui qu'on ne devrait pas exploiter? C'était la remarque de Didier. C'est-à-dire en gros 80%. Oui, c'est ça. Vous avez vu, je suis souvent négatif, là pour une fois j'étais positif. Mais ce qu'on peut faire dans un sens, on peut le défaire dans l'autre sens. Donc en fait, on veut diviser par 2 nos émissions, mais en 25 ans à 3% par an, on peut le faire. Donc soyons positifs. Parce que c'est drôlement facile à faire en fait, quand on voit tout ce qu'on gaspille par ailleurs. Surtout quand on part d'un niveau de consommation très élevé. Oui. C'est beaucoup plus facile aux États-Unis qu'en France. Voilà, pour nous, du moins. Un autre passage obligé, c'est la question du système, du raisonnement au système.
Ce qui veut dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire un système réellement? C'est une question qui n'est pas simple à s'approprier. Dedans, il y a l'idée de boucle de rétroaction, il y a l'idée de seuil, l'idée de repartiment. Et par expérience personnelle, là, sur un document de ce type-là, qui est un raisonnement par compartiment, la question d'un modèle à compartiment, qui est là sur un des problèmes didactiques des sciences, est très très compliqué à comprendre pour les étudiants qui restent un peu muets devant ça. Pas évident de comprendre le pourquoi de cette difficulté. L'atmosphère comme compartiment, le sous-sol comme compartiment, le vivant comme compartiment, les océans comme compartiment, les échanges qu'on eu. C'est une rupture dans les raisonnements, ce raisonnement du système et un compartiment qui semble très compliqué. D'autant qu'il y a souvent une vue idéologique, à savoir que tout le monde voudrait que la photosynthèse soit égale à la respiration, que la quantité qui rentre soit égale à la quantité qui sort. Or, effectivement, ces chiffres-là sont totalement faux. Donc, il y a des... Mais ça, c'est une vieille histoire gaïenne. C'est une histoire de climax, c'est une histoire de voilà, on n'est pas d'accord sur Gaïa, mais c'est fondamentalement c'est l'histoire que tout est en climax. Ouais, et moi je vois en fait, il y a deux idées reçues, enfin il y a une chose vraiment très complexe, hein, c'est les stocks et les flux. Vraiment c'est complexe. Et j'avais été en fait à Brest, je sais pas, au mois d'août, il y avait une université d'Étémère Éducation, avec des enseignants de différentes disciplines. Et ils avaient fait le test qui est connu en fait sur l'étude du cycle du carbone, qui consiste à dire, vous voulez que le climat ne change plus, déciner quelle trajectoire doit suivre les concentrations de gaz à effet de serre, et puis pour stabiliser les trajectoires de concentration, quelles doivent être les évolutions de flux. Et 3/4 des enseignants avaient faux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que les émissions soient nulles, pour que les concentrations se stabilisent. Et c'est pas intuitif du tout. Et la plupart des politiques, ça, ils n'ont pas compris. Vraiment pas compris. Et même, en fait, des ingénieurs dans le monde, par exemple, du pétrole, en fait, ils se sont dit, ah bah, c'est chouette, aujourd'hui, les sols et la végétation, ça absorbe la moitié de nos émissions, et des océans. Donc, si on divise par 2 nos émissions mondiales, bah, c'est bon. Et en fait, ils n'ont pas capté que l'océan, la végétation, les sols, sinon on en met moins, ils absorberont moins. Voir si on en met 0, l'océan va en ressortir. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment des notions essentielles, et surtout par rapport à l'inertie en fait du système. Et très compliqué, je pense qu'il y a vraiment moyen d'outils pédagogiques. Et à ma connaissance, il n'existe qu'en anglais. C'est-à-dire les espèces de jeux faits par le MIT ou autre. On joue qu'une baignoire, quoi. C'est un peu ça, quoi. Avec des sorties et des entrées, et puis on en déduit une sorte un peu intuitivement de fonctionnement du système. Et encore. Ouais. Donc finalement, moi, ce que je fais jouer à mes étudiants, c'est le jeu de la pêche, en fait. Ben, c'est un jeu en fait qui existe sur informatique. Et le principe, c'est chacun est un armateur, on ne sait pas combien il y a de poissons au début, et puis le but c'est de pêcher plus, et puis bah, quand on pêche plus, au bout d'un moment les stocks s'effondrent, mais on ne l'a pas vu venir. Juste pour arriver à avoir cette notion un peu de stock, de flux, de capacité de système, enfin des choses comme ça. Et en fait, il faut que je leur fasse jouer 3 fois pour qu'ils aient compris, donc ça prend 6 heures. C'est ça, c'est très contre-intuitif tout ce schéma-là. Et il paraît simple, et pourtant là il est figé dans l'espace, il est figé dans le temps. Quand vous êtes en train d'expliquer que les quantités de CO2 qui rentrent au niveau des courants marins, qui vont sortir dans quelques centaines d'années, qui vont dégager de véritables fumerolles de CO2, je caricature en disant fumerolles, mais ça revient à ça. Ce mélange des échelles de temps et d'espace fait qu'effectivement on a un petit peu de mal. Donc qu'est-ce qu'on fait? On simplifie. On simplifie, on caricature. On a aussi un gros problème, par exemple sur ce schéma, c'est les engueulades entre les géologues et les biologistes. Les géologues qui raisonnent à une échelle de temps et les biologistes qui raisonnent à une autre échelle de temps. C'est bien que quand le cycle du carbone tombe au CAPES, comme l'année dernière, on est un tout petit peu embêté. Parce qu'on n'a pas de référentiel réel. Alors nous, on a en fait des choses sur l'évolution du cycle du carbone, en fait, la digestion, quoi, à long terme de la perturbation anthropique, avec les travaux d'un Américain qui s'appelle Archer, qui fait juste le lien entre les deux. C'est-à-dire c'est à l'échelle de temps de 200 à 10 000 ans, et c'est juste le lien entre les deux. En fait, c'est des systèmes d'exponentielle décroissante qui absorbent en fait petit à petit, et ça permet de situer un peu la superposition de processus rapides et lents. Alors,
autre passage obligé et d'un point de vue pédagogique, hein, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est rendre visibles et lisibles des phénomènes qui n'y sont pas, qui sont souvent, voilà, dans les médias, on parle souvent des îles du Pacifique, etc. Et comment arriver à se sentir un peu concerné par ces questions-là. Alors, des effets visibles, voilà, simplement pris sur Internet, voilà quelques exemples canadiens. Et, eux, dans le nord Canada, on le vit bien, le changement climatique avec la fonte du permafrost qui fait que voilà, on a les routes sont déstabilisées, les bâtiments sont déstabilisés parce que l'ensemble fond et il n'y a pas de fondation, hein, donc ça s'écroule au fur et à mesure. Alors, voilà, on a ce genre d'images qui sont très visibles, et puis comment arriver à rendre visibles des phénomènes qui seraient beaucoup plus locaux. Et en s'intéressant par exemple à la question du recul du trait de côte, hein, sur la côte atlantique, a reculé de plusieurs dizaines de mètres en quelques années. Voilà, comment arriver à comprendre ce qu'il y a derrière, c'est en fait extrêmement, là aussi, compliqué. Il faut beaucoup de clés de lecture. Alors, par exemple, là, une image comme ça, prise sur le littoral atlantique, ça c'est un tamari qui se retrouve les pieds dans l'eau, et les gens disent, mais oui, c'est parce qu'il y a eu des tempêtes dans les hivers, et donc, oui, mais ça n'explique pas pourquoi le tamari qui normalement pousse derrière une dune se retrouve là, les pieds dans l'eau, de mer, alors que la mer est calme, il n'y a pas de tempête, tout a l'air de bien aller. Ou autre phénomène, ici, c'est une plage, enfin c'est plus une plage, c'était une plage, mais il y a toujours du sable, alors les gens peuvent toujours mettre leur serviette et venir jouer dessus, mais ce qui est maintenant un estran, parce que la plage a disparu, et comprendre la différence qu'il y a entre un estran et une plage, c'est pas évident. Et si on n'a pas toutes ces grilles de lecture, on ne lit pas bien ce qui se passe, et surtout dans les médias, on est marqué par des images fortes de ce type-là, qui sont effectivement le résultat de la tempête et d'une rupture de digue, hein, qui a eu lieu en Vendée, hein, ça c'est ce village de Vendée qui a posé tellement de problèmes. Voilà, donc rendre visible et lisible demande en fait beaucoup de connaissances, et c'est pas si évident. Alors toujours sur la question, par exemple, du niveau océanique, parce que c'est une question que j'aime bien, on a ce type de documents à disposition. Alors on a des choses qui relèvent d'observation et de mesure. On a des documents qui relèvent de modélisation, qui ne sont pas simples à comprendre. Comprendre que le niveau océanique n'est pas régulier, mais qu'il peut y avoir que ça monte, que ça descend, un océan, que c'est pas plat, c'est pas rond, que ça ne correspond pas à une inscription dans un modèle simple. Voilà, c'est des choses qui sont très contre-intuitives, là également. Et puis ça, c'est un exemple dans un manuel scolaire, le premier LES. On voit les risques. Alors dans les risques, on voit qu'il y a des zones sur le littoral qui sont marquées en bleu, donc c'est des zones de risque. On voit ici les fleuves. Alors les fleuves, il y a un risque d'inondation, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Or, il faut arriver à comprendre que si le trait de côte recule, si la mer monte, si le niveau de la mer monte, évidemment le niveau des fleuves monte aussi, il change. Et faire comprendre à un Rouennais que l'estuaire de la Seine peut se retrouver à Rouen si le niveau de la mer augmente d'1 mètre, c'est complètement contre-intuitif et compliqué à faire comprendre. Et donc tout ça interroge la question de la démarche scientifique, des moyens de cette démarche, c'est l'observation, qu'est-ce qui relève de l'observation, qu'est-ce qui relève de la mesure, qu'est-ce qui relève des modélisations, qu'est-ce qui relève de scénarios, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre tout ça, et quel est la robustesse de chacune de ces manières d'aborder la question. Et ça pose aussi la question du rapport entre les experts, le public, les décideurs, etc. Et là, je voulais avoir l'avis de Valérie. Moi, ce que je trouvais le plus intéressant sur la question de l'adaptation à la montée du niveau des mers, qui est en partie inéluctable, hein, mais avec toute la variabilité spatiale qu'on peut imaginer, c'est des travaux en sciences humaines et sociales hein, qui ont comparé des choix publics faits dans différentes régions, avec une vraie réflexion sur qu'est-ce qui est patrimonial qu'on veut protéger, un château, un truc, qu'est-ce qui a de la valeur économique qu'on veut protéger, et après le reste, comment on fait, comment se fait cette décision démocratique. Je pense que c'est ça presque le plus intéressant derrière la partie scientifique. C'est-à-dire comment on construit des scénarios prospectifs d'adaptation, avec aussi la question de comment on construit en bord de mer,
Est-ce que c'est le choix noir ou blanc, on est là où on part, ou est-ce qu'il y a quelque chose à construire sur la manière d'aménager en acceptant le risque, mais en protégeant ce qui a de la valeur, c'est-à-dire les villes, les équipements, les choses comme ça. Tout à fait. La décision est compliquée et en même temps, les causes aussi derrière sont compliquées. Parce que le recul du trait de côte, c'est pas simplement l'augmentation du niveau des mers, il y a plein de facteurs qui jouent. Oui. Le fait d'avoir fixé à un moment donné ce trait de côte, etc. Moi j'aime bien en fait l'exemple de la Nouvelle-Orléans, donc la tempête elle n'a rien à voir avec le changement climatique, on n'est pas capable de faire le moindre lien entre les deux. Ouais. Mais c'est une ville qui, dans un pays dans un État américain qui dépend du pétrole, c'est une ville pauvre, qui donc avant avait un système non entretenu, donc il y a toute l'erreur humaine, la non-appréciation du risque, l'absence de système d'alerte. Donc ça c'est important, c'est la partie décideur en fait. Et puis après, derrière, il y a la perte de, je sais pas, la moitié de la population, quelque chose comme ça. Et puis dans la phase de reconstruction, au lieu d'appeler les systèmes de digues, les systèmes de protection, on les appelle systèmes de réduction des risques. Dans les zones où il y a 3 mètres d'eau, on a reconstruit, mais on a reconstruit sur pilotis avec tous les biens un peu plus hauts. Et le dimensionnement de la digue, il prend en compte le risque monté du niveau des mers, mais il protégera que pour la tempête du siècle. Donc Katrina, c'était une tempête de 400 ans. Donc ils savent que ce ne sera pas la tempête, ils ne se protégeront pas sur une tempête de 400 ans, et avec la montée du niveau des mers, ils se protègent pour une génération. Mais c'est intéressant, je trouve, comme exemple, pour arriver à tracer l'ensemble des dimensions qui sont concernées. Et donc on va passer à la partie compétences. Alors, tout le monde va interagir là-dessus. Bon, alors, 5 compétences pour une prise en compte curriculaire. En fait, dit concrètement, c'est quoi ces 5 merveilleuses compétences et comment on les prend en compte. Alors, c'est vrai que c'est issu d'un travail d'1 à 2 ans au niveau de la CPU-CGE. Ça ne veut surtout pas être un travail normalisant. C'est plutôt un guide de compétences. C'est 5 façons de voir le monde. Tu peux passer à la suivante. Bon. La première compétence qu'on a dégagée, c'est la vision systémique concernant les changements climatiques. C'est un enjeu éducatif aux différents niveaux de formation, rendre compte de la complexité. On l'a déjà dit en fait, je me fais reprendre tout ce qui est interdépendance, relativité, complexité, spatialité, tout ce qui est conséquences, causes, rétroaction, tout ça on en a parlé. Je vais juste faire un focus sur la reproblématisation. Concernant la vision systémique, ce qu'il faut, je crois, qui devient important en vision systémique, c'est être capable de reproblématiser. On a toujours tendance à recycler des vieux problèmes, à les faire les remettre dans un contexte différent, et c'est une erreur. La reproblématisation est la principale cause d'erreur. Comment envisager la question climatique sans la penser en termes de production? Si on commence à parler de changement climatique en envisageant que les causes primaires et les conséquences des changements climatiques, à mon avis, on est perdu. Car il va falloir s'intéresser aux causes primaires, mettons la consommation d'énergie, mais il faudrait aller à des causes encore en amont qui sont la production d'énergie. Il faudrait aller aux conséquences de premier degré, aux conséquences de deuxième degré, aux conséquences de troisième degré. Et effectivement, on passe là à des problématiques qui sont complètement différentes. C'est ce qui était d'ailleurs un tout petit peu suggéré ce matin dans l'une des interventions. Par contre, là, on est obligé de sortir des sciences dures, et on est obligé de rentrer dans une reproblématisation qui mélange tout ça. Ce qui n'est pas facile du tout. On n'est pas toujours habitué à ça. La deuxième, deuxième aspect, c'est de développer une vision prospective. Déjà, il faut qu'on exécute une confusion qui est la confusion entre prospective et perspective. On a une fâcheuse tendance qui consiste à poursuivre une courbe, à poursuivre un phénomène connu et à ne pas envisager d'autre chose. La prospective, en fait, elle a ses origines dans 2 domaines. Dans un domaine très scientifique, qui caractérise d'ailleurs relativement le système francophone, et dans une vision beaucoup plus littéraire,
des récits, des contes et de tout un tas de choses dans ce genre-là. Et en fait, l'enjeu de la prospective est justement d'articuler ces deux cultures avec ces deux fondements très différents. Alors, ne pas tomber dans les pièges des erreurs d'échelle. On voit souvent des gens qui s'engueulent parce que le géologue va raisonner à l'échelle du million d'années, le quaternariste à l'échelle de quelques centaines de milliers d'années, et l'historien à l'échelle de quelques milliers d'années, alors qu'en fait le physicien, lui, il s'intéresse aux quelques dizaines d'années qui viennent dans des modèles. Donc effectivement, on a un tout petit peu de problème là-dessus. Des causalités réduites, voire uniques. Donc effectivement, là on peut faire qu'une projection. Des pièges de la modélisation de mise en perspective, on ne fait que prolonger les mécanismes, on l'a déjà dit. De la prise en compte uniquement des phénomènes visibles ou médiatisés au détriment de phénomènes plus discrets. C'était les facteurs faibles, ce que l'on a du mal à... C'est exactement l'exemple que tu avais pris dans la biodiversité tout à l'heure. Donc ça, il faut apprendre à le mettre en exergue. La prospective, c'est l'incertitude. C'est la prise en compte de l'incertitude. On sait très bien qu'on n'aime pas. Mais, bon, j'ai mis en petit, augmentation de la fréquence des risques majeurs dits climatiques. Oui, on aimerait bien qu'il y ait une relation. Ce serait intellectuellement satisfaisant. N'empêche que c'est peut-être pas modélisable. Différence de vulnérabilité. Donc je mettais juste Haïti-Saint-Domingue, le même ouragan passe à Saint-Domingue, il tue un Américain qui veut passer un pont en 4x4 et il tue quelques centaines de personnes en Haïti. Ça dépend beaucoup de la vulnérabilité, de la résilience des populations, des écosystèmes. Donc là, on a effectivement un devoir de prospective, pas forcément pour les gens du Nord uniquement, mais pour des raisons spatiales et sociales. De l'importance des variations de la dynamique des phénomènes d'irréversibilité. L'autre caractéristique, l'autre mot-clé, à mon avis, de la prospective, c'est l'irréversibilité. Et ça change tout, parce qu'en termes de développement durable, si on accepte l'irréversibilité, on accepte aussi le fait de durabilité forte ou de durabilité faible. On rentre là-dedans. Donc la prospective nous amène à un champ de valeurs. Là, on va être obligé de ne pas faire du mou. La prise en compte de cette vision nécessite à la fois certaines bases en termes de savoir savant. Alors, d'ailleurs, on s'est taquiné de temps en temps là-dessus. Bon, mais on sait bien qu'on n'a pas que des savoirs savants. On a aussi des savoirs d'expérience. On a aussi des idéologies. On a des savoirs empiriques, locaux. Et en fait, c'est quoi l'enjeu là-dessus, Jean-Marc? En fait, le problème, c'est la prise en compte ou la hiérarchisation de cela. C'est-à-dire que prendre en compte ne veut pas dire accepter. C'était le sens de certains de nos échanges. L'acceptation ne veut pas dire gober. Oui, on ne va pas accepter forcément des traditions séculaires sous prétexte qu'elles existent et qu'elles sont séculaires. Bon, même avec une vision éclairée de façon systémique et prospective, sans aller à l'action, il n'y a pas de compétences. Là-dedans, on avait vu ces deux premières compétences comme étant des compétences techniques, des compétences de base pour rentrer dans ce monde. Mais si effectivement on se limite à en parler, qu'on développe des savoirs, des savoir-faire, voire même des attitudes, comportements, des savoir-être d'une façon générale, je caricature, si on ne passe pas à l'action, à la limite, je dis que ce qu'on fait n'a aucun intérêt. Alors, si on va un tout petit peu plus loin, la nécessité. Pourquoi il faut adopter une vision prospective? Je vais te donner un exemple qui ne vaut que par l'exemple et qui peut très fort bien critiquer, parce qu'il est quand même inducteur. On a un système de production énergétique en France, des années 73 à 75, on l'a construit. On arrive en fin de vie de la majeure partie de tout ce qu'on a fait. Au nom d'un principe qui est le fait que tout le monde, à la fin de la guerre, doit avoir de la nourriture, doit avoir de l'électricité et quelques autres données dans ce genre-là, le prix de l'électricité, même si ça nous déplaît, ben, il n'a pas tellement augmenté. Et si du moins l'argent des bénéfices a été investi, il n'a pas été en tout cas investi sur la refabrication d'un outil de production énergétique. Bilan de l'opération, on se retrouve au jour d'aujourd'hui avec 63 milliards d'euros d'énergie fossile achetée par an,
2800 milliards de dollars en 2050. Ces chiffres sont tellement gros, pour moi, ça n'évoque plus rien. Mais, en fait, là, c'est une question de courage individuel, mais aussi de courage politique. Car là, on a le devoir et les moyens de changer. Vous avez compris que je prends nettement position. Si cet argent était investi ailleurs, on pourrait faire les emplois verts dont on nous a promis quelque chose. Mais pour ça, ça veut dire que c'est la thèse de Radal que je vous développe là, de Pierre Radal. Si on développe ça, effectivement, ça veut dire qu'on met 63 milliards sur de l'emploi vert. Et là, on peut créer effectivement quelques centaines de milliers d'emplois par an pendant quelques années et effectivement changer notablement l'histoire. Utopique, me direz-vous. Bon, mais ça veut dire qu'on réoriente la production énergétique. C'est une vraie révolution. Alors je mets y compris pour les pays producteurs. Je vous donne un simple exemple, celui de l'Algérie. On achète quand même 60% de notre pétrole à l'Algérie. Pour faire baisser le prix du gaz de schiste et foutre en l'air la production des gaz de schiste à l'échelle des États-Unis, un certain nombre de pays se sont organisés pour faire baisser artificiellement le prix du pétrole. L'Algérie, qui vivait avec 2,5 fois l'argent de l'Algérie d'avance, sur ce simple truc-là, elle est passée à 1,8. Donc ils ont commencé à la fois par prendre peur, parce qu'ils se sont dit qu'effectivement là, tout ce qu'ils avaient bâti sur le système algérien, la gratuité de l'école, la gratuité de tout un tas de choses, ne marche plus et que leur système social risque d'être mis totalement en faillite. Donc quand on raisonne sur une révolution, il faut raisonner sur la révolution chez nous, mais aussi là-bas. Et croyez-moi, les Algériens l'ont mieux compris que les Français, puisqu'ils sont en train de réorganiser tout leur système social autour de ce simple fait de la réduction du pétrole. Bon, ça, d'ailleurs, c'est pas de moi, ça c'est de Jean-Marc. C'est l'histoire de l'amélioration, l'atténuation, l'adaptation, la transformation. Juste sur le gaz à effet de schiste. Vous allez me dire, je suis partisan. La grosse différence, c'est que dans un cas, on a une source liquide en grande quantité qu'on récupère sur quelques dizaines d'années. Dans l'autre cas, on a ça va à peu près aussi vite, sauf qu'on récupère ça en 3 ans. Mais derrière, c'est une question d'équité. C'est une question d'équité. Les pipelines qui passent en Algérie, dont personne ne voit la couleur d'un point de vue financier, restent pendant des années et des années. Se pose donc le problème de la nécessité d'utiliser cette énergie ou pas. Donc, ce qui importe, c'est de donner des clés de lecture, des clés de compréhension, mais aussi des outils pour agir. Sur ces compétences individuelles collectives, il y a un faux débat qui est celui de c'est individuel ou c'est collectif. Le problème ne se situe pas sur le même plan. J'ai regardé donc, parce qu'on a eu ce débat il y a peu de temps, ça ne se situe pas sur le même plan. Et donc en fait, on a bien articulé ces deux échelles. Donc là, au niveau du référentiel, enfin, du guide de référence, on est en pleine discussion sur ces questions-là. Par contre, pas de impossible s'il n'y a pas de la créativité, de l'innovation. C'est juste ce que je voulais dire. Créativité, innovation, coopération. On va vite à les compétences individuelles. Ça nous amène à la notion de responsabilité. En fait, les deux compétences qui sont celles d'individuel collectif et de changement. En fait, se pose la question, on fait tout ça pourquoi? On fait tout ça simplement pour exercer notre responsabilité de là où on est, avec les moyens qu'on a, etc. Et c'est là où viennent se mettre en place les valeurs. Alors on pourrait pratiquement reprendre le terme de balise. Dans un certain cas, il y a des trucs qu'on ne fait pas. Il y a des trucs qu'on fait. Il y a des trucs pourquoi on le fait. Donc se pose la question des valeurs, des attentes des valeurs. Juste sur la nécessité de changer, c'est juste pour les impôts, ça tout le monde le connaît. Surtout chez nos amis suisses. Je voulais juste prendre cet exemple-là. On raisonne toujours sur un foyer, ça dépense 83 kW. C'est une merveilleuse imposture. Pourquoi c'est une imposture? Parce qu'on oublie toute l'énergie grise qui est liée simplement à l'acheminement de cette énergie. Et là, ce facteur-là est extraordinairement variable selon les modes de chauffage et tous ces aspects-là. Deuxième fumisterie scientifique, c'est
on oublie que l'essentiel de l'énergie qu'on dépense, c'est l'énergie grise des services, des biens liés à l'achat de nos secteurs alimentaires et autres. Là, quand on veut changer, on a besoin d'éclairer les changements, et là, la connaissance est totalement fondamentale. Voilà ce qui, je crois, n'oppose pas la vision compétence avec la vision connaissance. Bon, voilà, bon, le relativisme, on l'a déjà dit, les climato-sceptiques, tout ça, voilà. Alors, le curriculum, voilà, je crois qu'il faudrait peut-être qu'on finisse, non? Il est 3h30, c'est pour ça. Voilà, un petit peu quand même d'échanger. Voilà, je pense qu'on va laisser tomber ce que ça change dans les curriculums. Mais ça sera à disposition, si ça tombe pas. Moi, j'ai juste un dernier mot, en fait, sur les choses importantes. Il y a la question, en fait, on a parlé donc des règles, des normes. Il y a une vraie question, en fait, sur les politiques climatiques d'acceptabilité. On l'a vu avec les tentatives de taxe carbone. La première retoquée par non-respect de l'équité. Et la deuxième, suite à des jacqueries, où ça a été le bouc émissaire de choses qui n'étaient pas forcément directement liées à l'écotaxe. Je pense qu'il y a un besoin d'éducation là-dessus. Sur la fiscalité environnementale aussi, c'est compliqué, c'est difficile. Et donc une réflexion aussi sur liberté et démocratie avec le contexte du changement climatique. C'est extrêmement important, je crois. Voilà. C'est un point qui me tient vraiment à cœur. On est dans un système démocratique, donc ce qu'on se fixe comme règle du jeu, c'est une co-construction. Mais la question du climat, elle va limiter certaines libertés individuelles à consommer sans limite aussi. Et c'est important d'en discuter dans le temps de l'éducation, je pense ça. La question de la contribution de la fiscalité. Denis, dans les prises de parole, il y a un ordre. Tu lèves la main. Hélène, tu as levé la main. Je vais poser une question avant de rebondir. Tout à l'heure, tu as parlé d'usage approprié et d'usage inapproprié des émotions. Non, c'était pour te donner la parole après. Parce que moi, il y a quelque chose qui me C'est gêne. l'usage des émotions Qui me gêne dans cette présentation, c'est que vous avez commencé en disant oui, on va allier connaissances et compétences. Et qu'au final, vous avez parlé pendant une bonne grosseur de... alors, à un moment, il y a le terme compétence au milieu et j'ai noté comprendre le transfert radiatif, apprendre à hiérarchiser les causes, dépasser les clichés médiatiques, donc comprendre la complexité des causes, apprendre à raisonner en système. Alors là, tout le monde était d'accord pour dire c'est hyper compliqué, c'est hyper contre-intuitif, les notions de flux, comprendre la démarche scientifique et la relation science-politique. Et moi, ce que je me dis, c'est que ce que vous proposez là, c'est fait pour 1/10 de la population, et encore, je suis gentille. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas l'intelligence logico-mathématique, tout le monde n'a pas l'intelligence scolaire. Et ça, c'est un des gros problèmes, je pense, du système scolaire en France, c'est qu'il est fait par des académiques, en fait, pour des académiques. Oui, mais la notion de stock et de flux, on peut la jouer avec des anneaux qu'on empile sur un bâton. Il y a le stock, il y a le flux, les anneaux qui rentrent et qui sortent. Et on peut le faire comprendre de manière un peu intuitive, sans que ce soit abstrait avec des schémas très compliqués. Moi, c'était mon propos. Okay, mais par le jeu, c'est-à-dire avec une intuition de la façon dont ça marche. C'est un exemple. Ok, mais là, moi, ce que je vois pas dans j'ai l'impression dans ce que vous présentez, que ça fait beaucoup appel à la pensée critique, au raisonnement, au quid du sensitif, quid effectivement, alors l'intuitif, c'est vrai que vous l'avez évoqué, mais il y a d'autres modes de connaissance. Je pense, il y a un exemple qui m'est venu pendant votre présentation, c'est que je pense que quelqu'un qui est apiculteur depuis plusieurs dizaines d'années, il a une connaissance intuitive sur les changements climatiques, une connaissance empirique qui n'est pas... voilà, qui est en grande partie implicite, mais qui a son domaine de validité, qui n'est pas le même que les savoirs scientifiques. Mais le truc, c'est comme tous les sujets n'ont pas les intelligences qui sont développées au même niveau, il y en a qui sont plus sensitifs, plus artistiques, plus corporels, plus... Si on propose un curriculum qui est que axé sur les raisonnements, la pensée critique, la complexité, etc., il me semble qu'on va dans le sens de l'école actuelle, qu'elle laisse
C'était que la première compétence en fait, ça. Je te donne un exemple de vision prospective pour faire un truc très concret. Il y a une petite bande dessinée, qui s'appelle Justine, c'est un truc suisse. Bon. Et c'est une bande dessinée qui est très très bien ficelée. Il y a toute une métaphore sur une pierre merveilleuse, etc., qui révolutionne. Je connais, tu connais très bien cette elle est bien. Hein. Et à la moitié du livre, on a une partie haute et une partie basse. Nous on s'en sert dans la formation IFADEM, donc des pays africains. Et il y a la partie haute, et on a un premier scénario qui se joue. Et il y a une partie basse, on a un deuxième scénario qui se joue. C'est un vrai bijou. C'est de la vraie prospective, avec 2 scénarios prospectifs. Ça marche magnifiquement. On peut très bien faire la prospective de façon purement littéraire, avec des maternelles, ou avec des profs de maternelle. Nous, c'était des profs d'école. Et ça marchait, ça marche très bien. J'ai utilisé en formation, c'est un bel outil. Magnifique. Ah oui, c'est beau. En fait, tout le domaine des contes, c'est magnifique. L'oiseau de pluie, c'est pas si mal non plus. Il y a plein de contes, comptines et autres qu'on doit investir. La prospective, d'ailleurs, nord-américaine, elle est fondamentalement basée sur cet imaginaire-là, sur cette créativité-là. Donc, oui, réinventons ça. Pardon, Hélène. Non, mais du coup, moi, je m'interroge sur la nécessité, ce qui me semble, si j'ai... Vous aviez présenté ça plus ou moins comme une... Alors dans les différentes sortes de balises, là, je sais plus, c'était un peu passage obligé, voilà. Passage obligé de comprendre la démarche scientifique, de comprendre... moi c'est là-dessus que je m'interroge, est-ce que c'est vraiment obligatoire qu'une éducation au changement climatique passe par là comme quelque chose d'incontournable? C'est ça qui m'interroge, parce que ça va mobiliser des compétences qui sont d'ordre de l'intelligence, enfin qui requièrent l'intelligence logique ou mathématique, qui n'est pas, on va dire, développée également chez tout le monde, tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités à ce niveau-là. Enfin, je vous rappelle quand même les dernières évaluations PISA, qui montrent qu'en gros, c'est ce qu'on peut appeler aussi, d'un certain point de vue, l'intelligence scolaire. Et là, du coup, moi, ça me renvoie l'image d'une éducation, d'un curriculum qui est comme l'école aujourd'hui, c'est-à-dire élitiste, qui va devenir accessible qu'à ceux qui ont déjà des capacités scolaires, les études de PISA montrent que ce sont les personnes issues de milieux favorisés principalement. Voilà, et c'est ça qui me gêne, d'insister sur ces aspects-là comme incontournables. Je vais répondre, après je vais donner la parole. Il ne savait pas, c'est la manière d'illustrer là peut-être. Ces passages obligés, après tu as le moyen, par quel moyen tu peux le faire, donc, qui est une autre question. On n'a pas voulu donner des repères pour un curriculum qui se situerait sur le primaire, sur le second degré, sur le monde universitaire. Et on voulait des repères qui soient valables un peu pour tous les niveaux. Et après, voilà, il faut se demander comment on va passer par là et sous quelle manière. En fait, votre réaction me fait penser à une discussion que j'ai eue récemment pour le colloque de l'UNESCO avec une anthropologue qui est une spécialiste de langues de différents pays, en fait, passées et présentes. Et elle disait, mais pourquoi pas avoir une entrée linguistique, c'est-à-dire le climat dans plein de langues. C'est aussi utilisé pour définir une espèce d'atmosphère, et même une émotion, et climat social. Et donc, elle filait une métaphore en disant, finalement, cette question de changement climatique, c'est un peu l'humeur de la Terre. Elle disait, c'est une autre voie d'entrée complète, pour aborder les mêmes questions, mais uniquement avec un travail de métaphore linguistique ou autre. Parce que pour moi, la complexité, elle se joue là-dedans aussi, dans ces différentes entrées, qui soient linguistiques, poétiques ou autres, et pas seulement dans la complexité technoscientifique. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que la plupart des gens, sur la question du changement climatique, ils glanent des petites images. Par les médias, par les lectures. C'est des petites images, et en fait, les petites images toutes seules, elles ne permettent pas de comprendre vraiment l'ensemble des choses. Et à mon sens, l'éducation, elle a pour vocation de donner un sens à tous ces petits morceaux d'images. D'une manière ou d'une autre, on sait, c'est le côté système, c'est le côté rapport au futur et au passé. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est arriver à donner du sens à quelque chose. De toute manière, on aura des choses un peu parcellaires, comme une peinture impressionniste, vous voyez, mais quand on est trop près, on voit que chaque tache de couleur, et on n'a pas l'image d'ensemble. Après, comment on fait chaque tache de couleur, il y a plein de manières différentes de le faire.
Il y a Denis, il y avait Philippe aussi. Oui, je voulais parler de la fiscalité écologique. On parle de fiscalité écologique et de difficultés à se mettre en place. Je pense qu'au-delà, en fait, c'est la problématique de la contribution en fait, individuelle au fonctionnement de la collectivité qui se pose. Après là, c'est juste une thématique qui cristallise en fait tout de suite une remise en cause de la contribution en fait, de la collectivité à son propre fonctionnement. Quoi. Alors, sur les thématiques qui sont déjà des thématiques on va dire, socialement libres, forcément, on en rajoute une couche. Et la deuxième chose, ça n'a rien à voir. Je regrette de ne pas voir la suite en fait, même, parce que ce qui m'aurait intéressé, c'est que moi j'ai fait mes études à l'université à Clermont-Ferrand au milieu des années 80. J'ai eu un prof de géo ruraliste qui s'appelait Pierre Estienne, qui était paru en auteur d'un précis de climatologie. Et à côté de ça, j'avais Yvette Virel, en fait, qui assurait des cours climatologiques. Et quand j'ai dû assurer les premiers programmes en lycée à la fin, début des années 90, j'ai découvert que en fait, toute la partie climato, la partie grands ensembles de géographie, en fait, avait basculé du côté, pas obscur, du côté des SVT, en fait. Et c'est ce que je veux dire, ça témoigne aussi, en fait, l'épistémologie des sciences universitaires et la traduction didactique ensuite dans les cursus, quoi. Parce que j'imagine que, voilà, on n'a plus cette vision système par rapport à des sujets comme celui-là, typiquement. Et avec des séparations qui sont parfois spécifiquement françaises. Et qu'on retrouve dans les labos de recherche, alors que dans plein d'autres pays, on a des centres d'études du climat qui intègrent la géographie qui est l'interface en fait, entre les sciences humaines et puis les sciences plus dures, entre guillemets. Et juste pour rajouter ce que dit Denis, c'est que non seulement ça a basculé, mais sans aucune formation pour les enseignants d'SVT qui d'un seul coup ont dû se débrouiller totalement avec les climats. Parce qu'ils n'avaient pas fait d'études, de toute façon on leur avait parlé de ça et ils n'avaient aucune base de connaissances pour le coup. Après ils s'en sortent comme ils peuvent. Je voulais juste revenir sur les propos d'Hélène, avec lesquels je suis d'accord sur le fond, puis en même temps je ne peux pas complètement adhérer. Parce qu'en fait, le discours des autorités, de ceux qui ont le pouvoir, il utilise le langage du logico-mathématique, systématiquement. Il s'appuie là-dessus. Et donc, même pour les élèves qui n'ont pas l'esprit très scientifique, très scolaire, etc., je crois qu'on doit aussi essayer de leur donner autant que possible les clés de déchiffrement de ce langage. Donc, je suis d'accord que ce n'est pas le seul avec lequel il faut travailler, mais pour avoir travaillé dans mon pays avec des classes d'élèves dits défavorisés, en s'y prenant, entre guillemets, autrement qu'avec des textes massifs, etc., on arrive à leur faire prendre un regard critique sur des informations aussi. Et moi, je pense que c'est quand même une finalité qu'on ne peut pas oublier et il faut leur donner les clés de ce langage aussi. Pas que, mais aussi. Il ne faut pas dire que ça c'était inutile. Non, le fait de dire que n'axer que là-dessus, majoritairement là-dessus, était à mon avis exclusif. Je réponds à la question d'Hélène tout à l'heure pour qu'il n'y ait pas de confusion dans ce que j'ai dit. Je ne nie pas la place de l'émotion. Ce que je nie, c'est l'utilisation de l'émotion comme outil pour faire passer d'autres choses, qu'elles soient positives ou négatives. En fait, c'est le côté comme élément de conviction, j'appelle ça moi de la manipulation en fait. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre à décrypter ces outils de manipulation. C'est très connu, Jules Beauvois, tous ces trucs-là, tout le monde maintenant pratiquement connaît ça, c'est le bouquin le plus réédité en France, je crois. Donc oui, c'est très connu, mais on a besoin d'éduquer à ça, ce qui est une forme d'éducation aux médias. C'est le problème des donneurs d'alerte actuellement, qui grossissent tellement le trait que de toute façon, en fait, dans ce qu'ils donnent, ils fournissent aussi toute la contestation par rapport à ce qu'ils avancent. Donc, mais c'est bien. C'est bien, je préfère un donneur d'alerte que quelqu'un qui donne un argument religieux, puisqu'il n'est pas vérifiable. Oui. C'est un autre type de religion. Non, mais sérieusement, un donneur d'alerte, il joue son rôle social, et il est dans son rôle, et c'est très bien. À mon sens. Il va falloir passer à la partie doctorant. Merci beaucoup. Merci. Bon, on mettra la suite, toute la partie curriculaire, on la mettra dans la présentation. Non, mais il fallait faire un choix. À titre d'information, je vais renvoyer aux adhérents le code d'accès à la partie privée du site.
il y a une partie privée sur laquelle il y a les diaporamas. Il n'y a pas tous, il y a ceux de